Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Plus vous êtes très riche, plus la part de votre fortune est constituée d'un patrimoine financier. D'ailleurs, dans les grands débats sur les très grandes fortunes, souvent des gens vous disent « Oui, c'est pas vraiment leur fortune, c'est des actions, etc. Ça peut fluctuer. » La politique de l'offre d'Emmanuel Macron, elle n'a pas du tout fonctionné. Même des gens de droite se disent qu'on est obligé d'aller taxer des hauts revenus et des grandes entreprises. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de l'Instant Porcher avec tous les discours qu'on entend autour de nous. Notre meilleure arme est de les connaître et de les comprendre. Vous êtes plus de 63 000 à avoir signé notre grande pétition pour une répartition plus équitable et plus démocratique des fréquences TNT. Continuez de signer et de partager cette pétition sur tnt.lemediatv.fr. Merci beaucoup. Le média ne vit que par votre soutien, alors n'hésitez pas à vous abonner à partir de 5 € par mois. Bonjour Thomas. Salut Lisa. Alors avec toi aujourd'hui au programme, ça se bat sur les retraites à l'Assemblée nationale entre le RN et le NFP et on ira voir le plan de com d'Emmanuel Macron sur la réindustrialisation qui est mise à mal par le climat des affaires au plus mal depuis le Covid. C'est parti. Les parlementaires vivent au rythme des projets de loi de finances depuis 3 semaines. Alors que le PLF qui déterminera le budget pour 2025 est examiné à l'Assemblée nationale, on en a beaucoup parlé avec Thomas, le projet de loi de finances de la sécurité sociale, lui, était examiné en commission des affaires sociales jusqu'à jeudi dernier. En gros, les députés membres de la commission examinent et votent les amendements déposés par les partis sur le projet initial de Michel Barnier avant l'examen en séance publique dans l'hémicycle donc. Sans majorité absolue, tout le monde essaie de s'imposer amendement par amendement pour que le budget colle le plus à ses idéaux. Autant dire que la version proposée par Michel Barnier a peu de chances d'aller au bout. Lors de ces PLF, la question de l'abrogation de la réforme des retraites a été tiraillée entre la gauche et l'extrême droite. La niche parlementaire du RN arrive avant celle du NFP. Le parti de Marine Le Pen en a profité pour proposer l'abrogation de la réforme. Débat à gauche, faut-il voter une proposition du RN? Jérôme Guedj, présent en commission des affaires sociales où se débat la Sécu, a plié la question. Le Rassemblement national fait un coup de com' en déposant une proposition de loi dont il sait pertinemment qu'elle n'a aucune chance d'avoir la quelconque opérationnalité. Alors, admettons même qu'elle soit votée le 31 octobre. Pour voter une loi, il faut qu'elle parte au Sénat, qu'elle soit votée là-bas et qu'elle revienne. Ça ne se passera pas. C'est la raison pour laquelle nous menons en ce moment, encore tout à l'heure, la bataille dans la commission des affaires sociales sur le budget de la sécurité sociale. C'est le bon endroit pour abroger la réforme des retraites. Lundi dernier, lors de l'examen en commission du PLF de la Sécu, les députés de gauche ont présenté des amendements visant à abroger la réforme des retraites. Les députés du RN ont refusé de voter ces amendements, arguant que le meilleur moyen d'abroger effectivement la réforme était de voter leur proposition de loi. Alors j'appelle l'ensemble des journalistes, des observateurs à faire leur travail et à lire l'amendement. L'amendement augmentait les cotisations retraite en prévision d'un débat et d'une possible abrogation de la réforme des retraites. Mais ce n'était absolument pas un amendement qui aurait permis demain de réduire de 2 ans l'âge de départ à la retraite, de réduire le nombre d'annuités comme nous le proposons demain dans le cadre de notre niche parlementaire et comme d'autres groupes le proposeront sûrement dans les prochains mois et pour lequel nous avons toujours été clairs, nous voterons cette abrogation, le retour en arrière parce que ce texte est passé de manière totalement antidémocratique par un passage en force et donc c'est un mensonge, une fake news et vraiment pas à la hauteur notamment de personnes qui normalement travaillent les sujets sérieux comme M. Guedj. Bref, jeudi dernier, l'amendement des socialistes sur l'abrogation est finalement passé et donc c'est inscrit au PLFSS à voir si les parlementaires voteront la mesure, sachant que ça doit aussi passer par le Sénat. Pour la journée du RN, le 31 octobre, leur proposition de loi a été vidée de sa substance. Le 28 novembre, ce sera au NFP par la niche parlementaire de LFI qui tentera de faire voter cette proposition de loi. Thomas, au-delà des petites tambouilles parlementaires, est-ce que tu y crois, toi, là, à l'abrogation de la réforme des retraites? Non, je pense que Jérôme Guedj a très bien expliqué pourquoi ce serait difficile de le faire. Après, ce que l'on constate, en fait, c'est que moi, je pense que la plupart de ces députés, ils sont quasiment persuadés que dans un an, ils vont revenir sur le terrain. Parce qu'il va y avoir une autre dissolution. Donc, ils veulent revenir avec des marqueurs. Dire, regardez, on a quand même tenté ça, c'est la gauche qui n'a pas voulu, ou dire, regardez, on a fait ça, ou regardez, l'extrême droite est dangereuse, ou regardez, le centre a fait ci. Et donc, ils sont obligés de revenir avec ces marqueurs-là. Et le RN, qui a souvent été accusé d'avoir un programme économique fragile, d'avoir des idées fluctuantes, devait se positionner sur quelque chose de fort, et il l'a fait avec la réforme des retraites. Maintenant, est-ce qu'il aurait fallu que la gauche s'allie avec eux? Honnêtement, moi je pense que l'alliance des extrêmes a été théorisée depuis un certain nombre d'années par un bloc centriste qui rêve de voir cette alliance. Et
moi, la politique n'est pas mon métier, mais je me dis que chaque fois qu'un parti s'allie avec l'extrême droite, il faut faire très attention parce qu'au final, souvent, ça profite directement à l'extrême droite. Sur le RN, là, qui fait sa com autour de l'abrogation de la réforme des retraites et de la défense des classes moyennes et populaires, est-ce que tu y crois? Est-ce que c'est un coup de com'? Il faut vraiment faire la différence entre les manifestations qu'il y a eu contre la réforme des retraites, où là, les gens qui allaient, on ne leur demandait pas leur couleur politique, etc. Il y a eu une forte manifestation et une grosse partie de la population française, dont probablement des votants pour le RN, qui étaient contre cette réforme. Maintenant, ce qui se passe à l'Assemblée, je veux dire, il y a tellement de stratégies politiques à gauche comme au centre, comme à l'extrême droite, qui visent souvent à se placer dans la meilleure position pour son poste ou pour la meilleure élection, qu'il est très difficile de juger en réalité la pertinence, aujourd'hui me semble-t-il, d'un certain nombre de propositions politiques. Mais il est très clair que demain, il faudrait revenir sur cette réforme qui a été passée au forceps. C'est une réalité. Cette réforme est injuste, elle est douloureuse, elle est assez brutale pour une grosse partie de la population. Maintenant, il faut avoir une stratégie il faut que les partis aient une stratégie qui soit crédible. Et puis après, moi, je comprends qu'un certain nombre de gens issus des partis de gauche aient des réticences à s'allier avec l'extrême droite, même si la finalité pourrait, je dis bien pourrait, être la même. Là, je disais, ouais, ça passe vote par vote, donc c'est vrai qu'il n'y a pas forcément d'alliance, hein, les gens se battent amendement par amendement. Lors des débats sur le budget, le RN s'est dit inquiet de voir quelques macronistes voter avec le NFP ou laisser voter l'augmentation, par exemple, d'impôts ou l'instauration de taxes sur les plus riches. Est-ce que ça révèle aussi comment le RN, dans son programme économique, ne veut pas forcément toucher aux plus riches? Tout ça, c'est de la stratégie politique. Et honnêtement, bon... je ne suis pas étonné que le RN change de stratégie sur sa politique économique en fonction des élections. C'est ce qu'il a toujours fait. Mais là, la vraie différence qu'on a eue avec ce nouveau gouvernement, c'est qu'on a un gouvernement de droite qui est revenu quand même sur la politique de l'offre. Et donc, ça veut bien dire que la politique de l'offre d'Emmanuel Macron, elle n'a pas du tout fonctionné. Et que même des gens de droite, parce que là, on a un gouvernement qui ressemble plus à un gouvernement de Fillon qu'un gouvernement de Macron, même des gens de droite, après coup, se disent qu'on est obligé d'aller taxer des hauts revenus et des grandes entreprises. Donc l'orientation est clairement une victoire idéologique des partis plutôt de gauche qui proposaient ça, même si derrière, il y a une saignée sur la dépense, etc. Mais il y a quand même un changement radical d'orientation. Jamais on n'aurait pensé qu'un parti de droite puisse revenir sur des réformes. Et c'est ça qu'il faut noter. Maintenant qu'il y a eu ce changement-là qui fait que le centre a une idéologie qui est difficilement perceptible, et ben vous avez des partis de chaque côté qui essayent de se dire bon ben, comment je vais tirer mon épingle du jeu avec ce changement d'idéologie. Et je pense que c'est le coup du RN de se dire on se positionne, parce qu'on ne les a pas trop entendus au moment de la bataille des retraites. Ce n'est pas eux qui ont levé des informations, c'est plutôt des membres des partis de gauche ou des économistes plutôt classés à gauche qui ont révélé le mauvais fonctionnement de cette réforme et comment il allait appauvrir un certain nombre de personnes. Mais là, aujourd'hui, ils arrivent à revenir en force. C'est un marqueur s'il y a une dissolution. Et en plus, c'est une façon de dire, bon, bah, comme le centre s'inspire un peu d'une politique de gauche et qui peuvent se mettre d'accord sur la taxation, par exemple, des hauts revenus, il faut que nous, on arrive à tirer notre épingle du jeu sur d'autres choses et de mettre après, encore une fois, les partis de gauche face à leurs responsabilités en disant, regardez, nous, on a proposé ça, vous n'en avez pas voulu. Et ça alimente le débat politique, même si, in fine, Jérôme Guedj l'a bien dit, il y avait peu de chances que cette réforme passe. C'est vrai, tu l'as dit, les macronistes sont un peu perdus avec ce budget Barnier. Ils ont déposé des centaines et des centaines d'amendements, ce qui en plus ralentit les débats. Ils sont accusés de bloquer le vote final, etc. Il y a aussi le MoDem, les démocrates, qui eux défendent ou votent des amendements pour taxer les plus riches, etc. Donc d'autres macronistes disent non, ça tue la compétitivité. Enfin, on voit quand même qu'il y a des divisions parce que peut-être que Emmanuel Macron est allé un peu trop loin, tu le disais, dans la politique de l'offre. Par contre, il y a eu une alliance assez claire, c'est sur l'impôt sur la fortune, où il y avait un amendement qui proposait de revenir dessus, de remettre l'impôt sur la fortune, qui fait perdre, quand ça a été enlevé, des milliards par an à la France, surtout qu'on est à la recherche de milliards par milliard. Donc ça a été rejeté vendredi matin à l'Assemblée nationale. Et pour le coup, c'est les macronistes et le Rassemblement national qui ont voté contre, qui ont fait capoter le retour de l'ISF. En fait, l'argument du RN par rapport à ça, c'est qu'ils veulent mettre le patrimoine de côté et ne taxer que la fortune financière. On va regarder. En commission des finances, vous avez voté contre le retour de l'impôt sur la fortune. Du coup, c'est quoi vos pistes à vous pour trouver des recettes, notamment en ce qui concerne les grandes fortunes ?
fortune et les grandes entreprises? Alors nous avons une proposition différente, c'est-à-dire que l'impôt sur la fortune touchait la totalité du patrimoine. Nous souhaitons un impôt sur la fortune financière, c'est-à-dire nous souhaitons exclure les actifs agricoles, notamment les résidences principales, parce que vous pouvez avoir hérité d'une très bonne maison, parce que c'est une maison familiale, un héritage, et nous souhaitons que vous ne soyez pas taxés. Par contre, ceux qui spéculent, ceux qui font de l'argent avec de l'argent, ceux qui n'utilisent pas cet argent pour créer de l'emploi, être dans l'économie réelle, qui investissent sur des domaines qui ne produisent pas et qui ne profitent pas aux salariés et à l'économie française, eux doivent être taxés. Donc c'est un impôt sur la fortune financière. Ce n'est pas exactement la même assiette et pas exactement le même taux, mais nous sommes pour le rétablissement d'une nouvelle forme d'impôt sur la fortune, mais qui ne répond pas aux mêmes critères que la gauche. C'est ça notre désaccord. Le patrimoine des 10% les plus riches a augmenté de 94% et le patrimoine des 10% les moins riches a baissé de 54% entre 1998 et 2021. Qu'est-ce que tu penses un peu de l'argument du RN là, pour rejeter le retour de l'ISF? Alors l'argument du RN, c'est de faire exactement l'inverse de Macron. Macron, grosso modo, a fait la réforme de l'ISF en ne taxant que le patrimoine immobilier, c'est-à-dire les appartements. Tout ce qui était du patrimoine immobilier, c'est-à-dire des revenus financiers, du patrimoine financier, là, il ne le taxait plus. Or, plus vous êtes très riche, plus la part de votre fortune est constituée d'un patrimoine financier. Si vous avez 20 millions d'euros, 80%, 70-80%, c'est des revenus financiers. Et plus vous montez, plus c'est des revenus financiers. D'ailleurs, dans les grands débats sur les très grandes fortunes, souvent des gens vous disent « Oui, ce n'est pas vraiment leur fortune, c'est des actions, etc. Ça peut fluctuer. » Ben oui, parce que plus tu es riche, plus tu as des actions. Eux, ils veulent faire exactement l'inverse. Moi, je pense qu'il n'y a pas de raison de revenir sur l'ensemble de l'ISF. Pourquoi? Parce que même sur la partie immobilière, vous avez quand même une très forte... Alors, il y a toujours l'exemple qui a été donné de la personne qui vit, je sais pas moi, en bord de mer, à l'île de Ré, et qui a vu son patrimoine multiplié par 5, 6, que tout le monde aimerait, hein, soit dit en passant. Et puis même là, le RN, il dit l'actif agricole, la maison héritée, ça rentre pas dans l'ISF, ça. Si ça fait plus d'1 million d'euros, si. Mais plus d'1 million d'euros, c'est quand même un patrimoine conséquent. Alors, il y a toujours un cas, je veux dire, de gens à la retraite qui n'ont plus de revenus et qui se retrouvent à payer l'ISF, mais qui le payent très peu. Parce que c'est vraiment des cas, vraiment, il faut aller les chercher, hein, ces cas-là. Mais de manière générale, l'immobilier a très fortement augmenté. L'immobilier a augmenté de manière complètement déconnectée avec celle des revenus, ce qui fait que ceux qui avaient du patrimoine immobilier se sont enrichis très rapidement, beaucoup plus avec ce patrimoine-là qu'avec le travail. Et il y a une très forte concentration des patrimoines entre les mains d'un petit nombre d'individus, du patrimoine immobilier, dans un petit nombre d'individus. Donc, pourquoi ces gens-là, on ne devrait pas les taxer non plus ? À un moment, c'est la rente, ça. C'est une forme de rente. Hein. Donc moi, je suis plutôt partisan du fait qu'il faille revenir à l'ISF. L'ISF était un impôt sur le patrimoine, qui était un impôt avec de nombreuses façons déjà de le diminuer. Hein. Une forme d'impôt progressif qui rapportait 4 milliards et qui n'a pas empêché, encore une fois, aux 1% les plus riches qui le payent, qui détiennent 25% du patrimoine, de s'enrichir fortement. Donc là encore, dans l'imaginaire des gens, l'immobilier ne devrait pas être taxé parce que c'est ce qu'on laisse à nos enfants, etc. Donc, ils surfent là-dessus. Mais en réalité, il faudrait taxer l'ensemble et revenir à l'ISF de base qui avait été mis en place. Surtout que le patrimoine, oui, est un gros vecteur d'inégalité, tout à fait. Bien le rappeler au Rassemblement national. Dernière question, comment tu analyses le fait que le NFP tente de gagner, de grappiller des petites avancées sociales, amendement par amendement, texte par texte, plutôt que de rejeter en bloc? Économiquement, est-ce que ça fait sens ou est-ce que le budget est trop grave pour essayer de faire texte par texte? Non, mais c'est toujours la stratégie des amendements, c'est une stratégie qu'on a découvert de la gauche depuis 2017 et peut-être probablement que c'est une bonne chose. Peut-être que ça freine, je sais pas. Peut-être que ça freine ça permet d'étirer un petit peu les discussions. Peut-être qu'on n'en serait pas dans cette situation s'ils avaient réussi à s'entendre avant les européennes. Donc moi, je fais partie de ces gens maintenant qui sont très déçus du politique et qui se disent que bon, c'est très bien après coup de faire des amendements et heureusement qu'il y a ça, et c'est très bien après coup de montrer les muscles. Avant les élections, il n'était pas question de s'allier. Ce sont des gens qui se sont alliés après les élections, après une défaite et après une dissolution. Principalement, moi je pense, avec aussi comme motivation de sauver leur poste. Alors très bien, il y a eu une belle campagne. Ils sont arrivés avec une courte majorité et c'est très bien aussi. Après, les amendements, oui, heureusement qu'il y en a, mais bon, j'espère que pour les prochaines élections, les leçons seront tirées. Et j'ai pas l'impression, quand je vois qu'il y a un certain nombre de gens de gauche qui pensent déjà à leur avenir personnel plutôt qu'à recréer
des choses communes et de faire une candidature commune, comme l'appelle quand même la majorité des électeurs. Les parlementaires sont très inquiets aussi, puisque les débats avec tous ces amendements, surtout ceux je le disais, du parti présidentiel, prennent tellement de temps que les parlementaires ont très peur de ne pas pouvoir débattre sur la partie dépenses, qui est une grosse inquiétude, toutes ces réductions de dépenses publiques pour les services publics, etc. Donc si vous voulez si vous voulez en connaître un peu plus sur le budget, on l'a analysé en long, en large et en travers dans 2 épisodes qu'on a fait il y a 2 semaines, il y a 3 semaines, donc je vous invite à aller les voir. La grande inquiétude des industriels français, c'est ce que titrent Les Échos la semaine dernière. Le climat des affaires dans l'industrie s'est effondré de 7 points en octobre, sa plus forte baisse mensuelle depuis novembre 2008, hors période Covid selon l'INSEE. Les difficultés dans l'automobile et l'aéronautique pèse, le climat de l'emploi se dégrade, peut-on lire dans le quotidien de Bernard Arnault. Les industriels verraient leur carnet de commandes se vider et retomber à leur plus bas niveau depuis 2021, notamment parce qu'il y a moins de commandes étrangères. Thomas, est-ce que tu peux un peu nous expliquer la situation là ? Alors, l'indicateur du climat des affaires, c'est un indicateur qui a été fait par l'INSEE, qui se base sur des entretiens avec des chefs d'entreprise, qui est un indicateur de court terme, mais qui est important à regarder parce que ça dit grosso modo à un instant T l'état d'esprit des entrepreneurs et des chefs d'entreprise. Et là, moi, quand je vois en fait cet indicateur, il a légèrement baissé. Quand on prend l'ensemble, c'est-à-dire l'industrie, les services, le commerce, la construction, il baisse très légèrement, ce qui est assez étonnant. Ce qui montre que pour une grosse partie des chefs d'entreprise, quelle que soit leur taille, ils ont compris en fait qu'aujourd'hui, la situation allait être instable de manière quasi continuelle, qu'elle soit politique. Aujourd'hui, c'est l'instabilité politique, ils ne savent pas s'ils vont payer plus d'impôts, etc. Ou que ce soit une instabilité même extérieure, parce qu'ils ont vécu le Covid, l'inflation, etc. Donc, ça baisse légèrement d'un point. Mais par contre, dans l'industrie, ça baisse très fortement. Ça baisse parce qu'ils ont peut-être peur d'être taxés, mais ça baisse aussi parce qu'il n'y a pas eu de politique industrielle. Il y a eu un espèce de relan après le Covid, de réindustrialisation, etc., qui n'a abouti à rien. Et je pense que l'affaire du Doliprane, dont on a parlé la semaine dernière, en est la preuve. C'est-à-dire qu'on devait rapatrier les Doliprane, rapatrier la production de l'amont à l'aval du Doliprane, et finalement, là, on se rend compte qu'on en perd une partie en route. Donc, voilà. Donc, c'est un indicateur qui est important, qui arrive on arrive à sentir ce qui se passe au niveau des entreprises, quelle que soit leur taille, en France. Et donc, il faut le regarder. Donc, dans l'ensemble des choses, ça va bien, mais l'industrie, ça plonge fortement. À quoi c'est dû ? Est-ce qu'on est trop dépendant des commandes étrangères ou des investissements directs étrangers ? Est-ce que ça ne met pas un coup de pied un peu au grand plan de com d'Emmanuel Macron sur la réindustrialisation, sur les usines ? Enfin, on n'a pas de politique industrielle. Vous savez, c'est là, effectivement, les gens, ils sont mal parce qu'il y a une instabilité politique depuis 4 mois et donc c'est très difficile de faire des investissements parce qu'on ne sait pas si demain une réglementation va changer ou une taxe va augmenter. C'est très difficile. Quel va être l'avenir, par exemple, de toutes les réglementations environnementales ? On ne sait pas si elles vont changer ou pas. On ne sait rien. Les entrepreneurs ne savent rien, donc c'est très compliqué. Mais il y a depuis longtemps un rapport à l'industrie en France qui est problématique dans ce pays. Vous avez des chefs d'entreprise, des grands chefs d'entreprise comme le Tchourouk, président d'Alcatel, qui disait qu'il voulait une entreprise sans usine. On l'a souvent rappelé ici, depuis 2008, vous avez plus de 900 usines de plus de 50 salariés qui ont fermé. Ça fait 5 usines par mois qui ferment dans l'indifférence générale. Vous avez des grands économistes qui vous ont dit que les usines, c'était plus le moteur de la croissance, mais que c'était les services, qu'il fallait orienter sur les services, qui nous ont dit que la désindustrialisation, c'était un phénomène naturel dans les pays riches. Donc, on n'a rien fait pour l'industrie. Or, aujourd'hui, on se rend compte que si on veut des panneaux solaires, si on veut des éoliennes, si on veut en partie des voitures électriques, si on veut des médicaments, il faut qu'il y ait une industrie. Sinon, ça ne fonctionne pas bien. Et cette espèce de relance de la réindustrialisation qui est apparue dans le débat avec Emmanuel Macron et la création du commissariat au plan, tout ça, ça a été en réalité des gadgets. Parce que derrière, il n'y a pas de vraie volonté. Et je pense que la plupart des gens aujourd'hui, ils se disent que ils vont être mangés par les voitures électriques chinoises ou par les panneaux solaires chinois ou par l'intelligence artificielle américaine. Et on comprend leurs inquiétudes. C'est intéressant que ça tombe maintenant parce qu'il y a quelques jours aux médias, on est allé faire un reportage sur les salariés de l'usine MA France. C'est un sous-traitant de Stellantis qui est un géant de l'automobile. Et ce sous-traitant donc a fermé parce que Stellantis a décidé de ne plus commander à cette usine. C'était la dernière usine automobile du 93, donc au-delà du drame social qui est évidemment important. C'est aussi un drame économique, un drame industriel. Est-ce que ça montre pas un petit peu toute la politique ou pas, en fait, parce que tu dis que
qu'il n'y en a pas, d'Emmanuel Macron je dis aux entreprises, je les encourage, mais par contre, derrière, il y a un laisser-faire. La politique industrielle de Macron, elle visait juste à baisser les taxes et à déréglementer le marché du travail. C'était ça, c'est de dire, voilà, ma politique industrielle, c'est je vous baisse des taxes et je vous déréglemente le marché du travail, donc vous êtes plus flexible dans un monde en compétition. Et c'est ce que fait Stellantis, là. Stellantis, il trouve une filiale, enfin, il trouve une autre entreprise ailleurs, dans un autre pays où ce sera moins cher, il change et il met des gens au chômage. Donc, ça indique deux choses. C'est que les petites PME dépendent souvent des très grosses entreprises. Et les grosses entreprises, aujourd'hui, elles font quasiment ce qu'elles veulent en Europe. Parce qu'il y a parce que quand on sous-traite, en fait, c'est beaucoup plus facile de délocaliser. Tout à fait. Et en même temps, il n'y a pas vraiment de vision de politique industrielle. En fait, si demain vous avez une vision, et que vous pouvez même aider les entreprises à le faire, mais que vous leur fixez des conditions, là, vous arrivez à reconstituer une chaîne complète de production de l'amont à l'aval, et ça peut bien se passer. Si vous n'avez pas cette vision-là et que vous donnez juste des possibilités de changer encore plus rapidement de fournisseur ou de licencier plus rapidement qu'avant et de vous déplacer encore plus rapidement dans un espace comme le marché unique, et après, la finalité, c'est quoi ? C'est une entreprise qui fonctionne juste pour ses actionnaires et qui regarde ses collaborateurs, ses salariés comme des coûts qu'il faut compresser. Et c'est ça le problème de notre politique économique depuis 30 ans. Et c'est ça qui a amené à la destruction de très grands groupes, de Péchinet, d'Alcatel, d'Alstom, de Thomson, vraiment des groupes qui auraient pu être des leaders dans les nouvelles technologies que nous utilisons aujourd'hui, massivement, qui sont américaines, chinoises, coréennes, pas du tout européennes. Et pourtant, nous avons laissé ces fleurons couler ou se faire racheter par des Américains. Comme j'ai dit la semaine dernière, la plupart des entreprises, une grosse partie, sont quand même rachetées encore par des Américains. Et si les Américains les rachètent, ils ne sont pas plus bêtes que nous. Ils voient qu'il y a quelque chose d'avantageux à les racheter. Et le cas de MA France, qui n'est évidemment pas du tout un cas isolé en France, on le rappelle. En 2024, il y a eu plus de fermetures d'usines que d'ouvertures. Donc ça montre un peu aussi l'échec de la réindustrialisation, si on peut appeler ça comme ça, d'Emmanuel Macron. Et je ne veux pas être pessimiste, mais si le budget est appliqué, on va perdre de la croissance et ce phénomène de fermeture risque de s'accélérer. Merci à vous, chez vous, d'avoir suivi cet épisode de l'Instant Porcher. J'attrape une dernière fois votre attention avant de se quitter. La situation politique est inédite, historique, 2 directs par jour, du terrain, du reportage, mais aussi de l'enquête. Le média, c'est 25 travailleurs et travailleuses qui produisent de l'information au quotidien. Vous le savez, notre candidature solide et soutenue pour une chaîne télé des médias indés sur la TNT n'a pas été retenue par l'Arcom. Le groupe Bolloré, lui, conserve 6 fréquences sur 15, dont CNews. Nous exigeons une répartition plus équitable et plus démocratique des fréquences TNT signées et partagez notre grande pétition sur tnt.lemediatv.fr. Continuez à vous abonner, à faire des dons. Vous le savez, on ne vit que grâce à votre soutien. Et connectez-vous aux médias du lundi au jeudi à 13h pour notre nouvelle émission L'Actu, c'est vous, où on donne à vous la parole. Vous pouvez témoigner, etc. Donc venez nous voir sur le média. Spectateurs, abonnés, donatrices et sociaux, je vous dis à la semaine prochaine.